Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, Trump nous l'a dit, ça va être Liberation Day, le jour de la libération aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Trump va annoncer des tarifs douaniers en tous les sens pour libérer l'économie américaine et les Américains en général de l'emprise des puissances étrangères. Alors, en attendant d'être libérés, revenons sur les grands piliers de la politique commerciale trumpienne. Eh bien, jusqu'à présent, on a quand même eu une différence notable entre le discours et l'action de Trump sur ces questions de politique commerciale. Les annonces ont toujours été très fermes sur la guerre douanière. Je vous laisse écouter ce qu'il disait le 20 janvier dernier. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Ça, c'est la rhétorique, mais les faits n'ont pas encore vraiment suivi, laissant plutôt une impression de confusion. Si on prend par exemple le Canada et le Mexique, le 1er février, donc au lendemain de l'investiture, Trump a lancé 25% sur toutes les importations provenant de ces deux pays, sauf le pétrole et l'énergie qui étaient taxés à 10% seulement. Immédiatement après le 1er février, le Mexique et le Canada ont riposté et le surlendemain, ils ont obtenu un répit de 1 mois. Ceci nous a conduit au 4 mars, où les tarifs ont été appliqués, mais comme le Canada et le Mexique ont de nouveau annoncé des taxes réciproques en riposte, eh bien, là encore, 48 heures plus tard, 40 à 50% des importations venues du Canada et du Mexique aux États-Unis ont été exemptées pour encore 1 mois. Ça correspondait aux biens d'importation couverts par l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA. Et donc ce répit d'1 mois nous amène au 2 avril, et qu'est-ce qui se passe à présent ? À l'heure où nous enregistrons, on ne sait pas encore précisément parce que Trump va prononcer son grand discours de Liberation Day. Cet après-midi, à 16h, heure de Washington, il sera 22h chez nous. On va attendre de voir ce qui se passe. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que Trump va piocher dans 2 sortes de tarifs différents, les tarifs réciproques et les tarifs sectoriels. Alors, pour qu'on suive tous bien, les tarifs réciproques, c'est les États-Unis taxent les importations d'un pays au même niveau que ses exportations sont taxées dans ce pays-là, c'est ça ? Exactement, mais c'est très compliqué parce qu'une fois qu'on a annoncé le tarif global souhaité, il faut ensuite détailler par type de produit. D'accord, alors ça c'est pour les tarifs réciproques et les tarifs sectoriels dont vous parliez. Là, les tarifs sont appliqués par grandes filières industrielles. Trump annonce ainsi 25% sur les voitures étrangères à partir du 3 avril. Il y a déjà eu aussi une taxe sur l'acier et l'aluminium. Et on pense qu'il va en annoncer sur les puces informatiques, sur les médicaments. Mais ça va plus loin que les simples filières industrielles. Trump a évoqué l'idée, par exemple, de taxer les pays qui importent du pétrole du Venezuela pour fabriquer leurs exportations. Là, il s'agit de punir des pays qui ont des approvisionnements qui déplaisent idéologiquement à Trump. Absolument. Mais dézoomons un petit peu, Laurence. Quels sont les objectifs de cette politique qui est quand même incroyablement disruptive ? On en a déjà parlé, cette politique commerciale de Trump poursuit plusieurs objectifs différents, voire contradictoires. Il s'agit par exemple de faire pression sur des pays étrangers pour négocier des engagements sur des politiques qui n'ont rien d'économique, par exemple le fentanyl, l'immigration. Deuxième objectif, réduire le déficit fédéral en taxant les produits qui rentrent aux États-Unis. Et puis, troisième objectif, réduire le déficit commercial cette fois-ci et réindustrialiser le pays. Là, on parle des produits étrangers surtaxés que les Américains cesseraient d'acheter parce qu'ils sont devenus trop chers. Et d'ailleurs, concernant ce dernier objectif qui aboutit à un renchérissement des produits et à une baisse de la consommation aux États-Unis, en tout cas de produits étrangers, je voudrais vous citer quelque chose de très intéressant qu'a dit Scott Bessent le 6 mars dernier, c'est le secrétaire au Trésor. Il essaye de justifier la hausse des prix à la consommation pour les Américains en disant... Écoutez bien que acheter des biens de consommation pas chers n'est pas constitutif du rêve américain. Il est constitutif de l'élection de Trump, en tout cas. Cette phrase me semble complètement folle parce qu'elle va à l'encontre, je pense, de l'une des composantes principales du rêve américain, qui est le consumérisme, et, comme vous l'avez dit, des aspirations de l'électorat classe moyenne de Trump. Quand on dit que le consumérisme n'est pas dans le rêve américain, là, on est vraiment dans une décroissance. C'est un discours, finalement, très à gauche pour les États-Unis. Ça va très loin. Et d'ailleurs, Scott Bessent a dit que Trump voulait refondre complètement le système du commerce mondial. Mais qu'est-ce que veut vraiment Trump ?
Je crois qu'avec cette politique commerciale extrêmement agressive, Trump est avant tout dans le symbole. Il s'agit d'être anti-système en s'érigeant contre les élites du business américain. Il s'agit aussi de reconquérir la souveraineté américaine. Et puis, on l'a vu avec le Venezuela, il faut punir certains pays jugés hostiles aux États-Unis. On est bien d'accord qu'avec ces projets, Trump va totalement à l'encontre de l'intérêt de gens qui sont très proches de lui, les grands donateurs qui font eux-mêmes partie des élites mondialisées. Donc, on peut dire qu'il est un petit peu faux cul sur ce coup-là. Faux cul, Laurence, comme vous y allez. Mais en attendant, qu'est-ce que disent les économistes, eux, sur cette affaire ? Beaucoup sont sceptiques, voire très inquiets. Ils craignent l'inflation entraînée par la hausse des prix des importations. Ils soulignent aussi que l'idée même de relocaliser des usines alors que le marché de l'emploi est tendu est une grosse erreur et qui va, là aussi, contribuer à l'inflation. Enfin, l'instabilité de ces dernières semaines inquiète les entrepreneurs, inquiète les investisseurs. Wall Street, les pays étrangers et même les républicains sont très nerveux ces jours-ci. Si on se penche sur le Wall Street Journal, qui est ce grand journal néolibéral américain, il ne cesse de qualifier cette politique de dumbest trade war, la guerre commerciale stupide. Et lorsque Peter Navarro, qui est l'un des conseillers de Trump, tout à fait sur cette ligne d'une politique commerciale agressive, a annoncé que grâce à cela, les États-Unis auraient 6 000 milliards de dollars de rentrées fiscales supplémentaires, eh bien, le Wall Street Journal s'est moqué de lui en disant « George Orwell, call your office ». Appelez votre bureau. Dans le monde économique réel, un droit de douane est avant tout un impôt. Oui, il se moque de la novlangue trumpienne qui fait passer les droits de douane pour quelque chose qui va servir le peuple. Et d'ailleurs, il pointe un peu la dérive autoritaire de ce régime et la mutation de Trump en une sorte de Big Brother. Exactement, Romain, les droits de douane, c'est pas un cadeau tombé du ciel, c'est vraiment un impôt dont les consommateurs américains verront les effets. Et d'ailleurs, même Trump a évolué sur cette question. En janvier, il assurait que les hausses de tarifs douaniers ne causeraient pas d'inflation. En février, il a dit que les prix pourraient augmenter à court terme. Et puis, en mars, il a dit « ça va un peu secouer ». Il nous tarde d'avoir le verbatim d'avril. Enfin, la grande question, Laurence, c'est en face, qu'est-ce qu'on fait ? Comment réagissent les pays ciblés ? Il y a ceux qui vont essayer d'apaiser Trump, de négocier des exemptions, et puis ceux qui vont se montrer fermes. Le Canada et le Mexique, on en a déjà parlé, sont quand même montés au créneau en annonçant de leur côté des tarifs de riposte, et du coup, ils ont obtenu des exemptions jusqu'à aujourd'hui. La Chine se montre prête à résister. Et l'Europe ? L'Union européenne a un plan solide de représailles, d'après ce qu'on lit dans la presse, et selon Politico, l'UE serait même en train de préparer une contre-attaque contre les grandes entreprises de la tech et les banques américaines. Alors ça, c'est pour la fermeté, mais du côté des conciliateurs. Ce qu'on voit, c'est que la Grande-Bretagne compte sur la relation spéciale entre Grande-Bretagne et États-Unis pour essayer de s'en tirer au mieux. Et donc, elle a décidé de ne pas répondre pour l'instant. Pire, la chancelière de l'Échiquier, qui est la travailliste Rachel Reeves, a annoncé que des discussions étaient en cours pour réduire la taxe sur les services numériques, le Digital Services Tax, qui a été créé par la Grande-Bretagne en 2020 et qui applique un tarif de 2% sur le chiffre d'affaires des grandes boîtes de la tech américaine en Grande-Bretagne. Et ça serait un coin énorme enfoncé dans les essais d'harmonisation des politiques fiscales mondiales et d'impôts mondial pour ces sociétés qui, on le sait, échappent très largement à la taxation des États qui les accueillent. Oui, et du côté de Bruxelles, où on a eu tellement de mal à mettre en place nos réglementations sur le numérique et un début de taxation, ce serait quand même très très mal compris. Là, on parle des pays, donc de la Grande-Bretagne, mais ces tentatives d'apaisement marchent aussi pour les personnes. En France, on a quelques entrepreneurs stars qui espèrent des exemptions sur la base de leurs engagements industriels et commerciaux aux États-Unis et, j'irais même plus loin, de leurs relations personnelles avec Trump. Vous vous souvenez que Bernard Arnault était présent à l'investiture de Trump le 20 janvier dernier ? En famille. Et il espère certainement échapper aux droits que les États-Unis veulent mettre sur les alcools. Et puis on a aussi vu, ça c'était le 6 mars dernier, Rodolphe Saadé, dans le bureau ovale à côté de Trump, expliquer ces 20 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis dans une tentative très transparente d'amadouer le président américain. Et ça, vous pensez que ça va marcher ? Bien malin qui peut le dire, mais bon, on commence à connaître la psychologie de Trump, faible avec les forts et fort avec les faibles. Donc, si on prend le parti de jouer la faiblesse pour l'amadouer, pour l'adoucir, il faut qu'il y trouve son intérêt, et donc il faut allonger de l'argent, de la protection money,
pour qu'il aille dans notre sens. Un système mafieux, carrément, Laurence. Je crois qu'on peut employer le terme. Bon, laissons les milliardaires se débrouiller entre eux, mais quand même, l'opinion publique américaine, comment elle réagit à tout ça ? Elle commence à s'inquiéter. Les sondages sur la politique économique de Trump sont assez négatifs. CNN, par exemple, en sort un très récemment, dans lequel 61% des personnes interrogées aux États-Unis désapprouvent la politique tarifaire de Trump. Or, il faut savoir que le président Trump a 2 objectifs politiques très importants dans les mois à venir, au-delà de ses projets économiques. Le premier, c'est faire passer sa réforme fiscale dès cette année, et le second, c'est gagner les élections de mi-mandat en 2026. Il faut absolument que l'opinion publique américaine lui reste favorable. Or, si la situation économique se détériore, si le prix des œufs continue à augmenter, ça va pas le faire. Et donc, il n'est pas impossible que Trump revienne en arrière sur cette politique tarifaire d'ici quelques mois. Une autre volte-face trumpienne qui nécessitera des commentaires avertis comme les vôtres, Laurence. Je me réjouis de les entendre. Merci et à très bientôt. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.